Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les grandes articulations. Fin des examens de fin d'année session 2018 et sur toute l'étendue du territoire national. Maintenant, les regards se tournent vers les centres de correction des épreuves. Bientôt, la mosquée Faisal va être rénovée. Les travaux sont confiés à une entreprise locale. La signature d'accord de financement a été signée à l'ambassade du Royaume en Guinée. La problématique de l'insalubrité à Conakry reste une priorité pour le gouvernement. Ce samedi, l'équipe gouvernementale dirigée par son Premier ministre est rendue à la décharge de Dar es Salaam pour constater l'état d'avancement des travaux du site. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons sur ce décret numéro 090. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont nommés à la direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales, ANAFIC, les cadres dont les prénoms et noms suivants. En directeur général, M. Alassane Touré, ingénieur génie rural, précédemment coordonnateur du programme d'appui aux collectivités villageoises PACV. 2. Directrice générale adjointe, Mme Aminata Kondé, gestionnaire comptable en service à l'Assemblée nationale. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. À Conakry, le 29 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro 100, PRG-SGG, le portant nomination du directeur général de l'Office guinéen de publicité, OGPSA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1, M. Ibrahima Kamara, gestionnaire comptable, spécialiste en communication, est nommé directeur général de l'Office guinéen de publicité, OGPSA. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République. À Conakry, le 29 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République ougandaise vient d'effectuer une visite d'État en Guinée. Et sur invitation du président de la République, professeur Alpha Condé, les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt national, africain et international. Ibrahima Keita nous en dit plus. Après le cérémonial d'accueil à l'aéroport international de Conakry-Bestia, les deux chefs d'État se sont rendus à l'hôtel Grand Sheraton Conakry. Ici, le président de la République, le professeur Alpha Condé et son hôte, Yoweri Kaguta Museveni, ont eu un tête-à-tête de plus d'une heure. Un entretien qui a permis aux deux présidents d'évoquer toutes les questions liées au renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Conakry et Kampala. Aussi, les deux chefs d'État ont évoqué toutes les grandes questions de l'heure du continent. Au cours du tête-à-tête élargi aux deux délégations, il a été question de mettre l'accent sur les échanges entre les deux pays, cela dans plusieurs domaines. Pendant le séjour de travail du président ougandais à Conakry, on a aussi parlé de la vision de la Guinée en matière d'énergie hydroélectrique, de Kaleta à Amaria en passant par Swapiti ou encore les réalisations dans le secteur minier. Le président ougandais et sa suite, à travers des projections de vidéos, ont eu de larges informations sur les efforts de développement de la Guinée depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir en 2010. Des efforts qui ont permis à la Guinée de faire un bond qualitatif. Un mémorandum d'entente sur la tenue des consultations politiques et diplomatiques entre l'Ouganda et la Guinée a été paraphé. Un communiqué conjoint a sanctionné cette visite d'État du président Yoweri Kaguta Museveni en Guinée. Dans ce communiqué, les deux chefs d'État se sont engagés à renforcer les liens d'amitié et de coopération dans tous les domaines, notamment l'agriculture, la pêche, l'élevage, l'énergie, les mines et l'agro-industrie. Avec la presse, les deux présidents se sont prêtés aux questions des journalistes. D'abord, le professeur Alpha Condé en tant que coordinateur des énergies renouvelables en Afrique. Vous savez, l'Afrique est victime
de l'exploitation extérieure. Et nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles. Nous sommes aujourd'hui à la 4e révolution industrielle. Et cette 4e révolution industrielle transforme considérablement l'économie et les conditions de vie des pays. Donc, il est nécessaire que l'Afrique soit au rendez-vous de cette 4e révolution industrielle. Pour cela, nos jeunes doivent maîtriser les nouvelles technologies. Nous avons la santé. Mais comment maîtriser les nouvelles technologies et transformer notre pays sans énergie? Donc l'énergie est fondamentale à la fois pour la maîtrise des nouvelles technologies pour la jeunesse, pour la transformation de notre agriculture, la transformation de matières premières, afin que l'Afrique ne soit plus le déversoir des produits manufacturés des pays occidentaux et fournisseur de matières premières, afin que nous puissions transformer nos matières premières agricoles et minières en Afrique. C'est pour cela que nous avons réussi à créer l'initiative africaine de l'énergie renouvelable, dont j'assume pour le moment la présidence. Et nous avons fait beaucoup de progrès, puisque beaucoup de projets, tant nationaux que inter-États, ont été adoptés et sont en train d'être financés. Et à Nouakchott, nous mettons définitivement en place la structure de direction définitive pour élire celui qui va diriger désormais cette initiative en tant que technicien. Donc nous avons promis au COP21 de nous accompagner pour 10 gigawatts. Et l'Union européenne s'est engagée à nous accompagner pour 5 gigawatts. Donc nous espérons que nous atteindrons ces 10 gigawatts dans un premier temps pour arriver à 50 gigawatts. Parce que vous ne devez pas ignorer que 7 Africains sur 10 aujourd'hui n'ont pas accès à l'énergie. Considéré comme un président champion en Afrique, le président ougandais avait la charge de l'intégration africaine. So I was given the assignment of political integration. C'est vrai, j'étais chargé de l'intégration africaine en tant que champion. L'Afrique a besoin d'une intégration économique, mais aussi politique. C'est pourquoi pour nos leaders, en 1980, nous avons pris en compte l'intégration de nos marchés africains pour nous permettre d'acheter les produits africains et stimuler ainsi la production industrielle à travers l'Afrique. Lorsque vous avez un tel marché, vous n'allez pas seulement acheter ce que les Africains produisent, mais vous pouvez aussi négocier le marché. Donc, vous pouvez négocier mieux parce que tenant compte de l'importance du marché. Au palais Serotoria, c'est un dîner d'État qui a été offert au président ougandais et à sa suite. Un dîner qui a regroupé autour du président de la République, en plus de quelques ministres, des diplomates de certains pays accrédités en Guinée. Le président de la République a rendu hommage à son frère et ami pour son panafricanisme. C'est un très grand plaisir pour nous aujourd'hui de recevoir le président Museveni en visite d'État à Conakry. Moi-même, l'année dernière, j'avais effectué une visite d'État en Ouganda. Le président Museveni est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration pour 3 raisons. Pour son panafricanisme, c'est un très grand panafricain. Pour sa franchise et son franc-parler. Parce qu'il ne craint pas de dire ouvertement ce qu'il pense. Parfois même, nous sommes obligés de le tempérer un peu. L'Ouganda est un pays aussi qui se développe beaucoup. Ils transforment l'acier, ils ont une grande agro-industrie. Et c'est pourquoi nous pensons que nous pouvons beaucoup coopérer avec l'Ouganda. Et ils peuvent nous accompagner dans l'élevage. Et nous pouvons aussi faire des échanges. Et nos hommes d'affaires peuvent travailler dans les 2 pays. Actuellement, nous avons un Ougandais ici qui va construire un barrage au Fouta. Donc c'est un très grand plaisir pour nous de le recevoir. Malheureusement, il ne reste pas très longtemps parce qu'il doit retourner. Je pensais que d'ici il allait à Nouakchott, mais il va retourner. Alors, il a fait un aller-retour alors que ses ministres lui avaient demandé d'attendre. Il dit non, je vais en Guinée, parce que la Guinée est un pays révolutionnaire, je vais aller
en pèlerinage dans le pays de Sékou Touré. Voilà donc, je lui souhaite donc la bienvenue. Et je dis à nos frères de l'Ouganda et à nos sœurs de l'Ouganda, ils peuvent se considérer comme s'ils sont chez eux, comme au Ouganda. La Guinée, c'est leur patrie. Pour Yoweri Kaguta Museveni, son pays est ouvert à tous les Guinéens désireux d'y investir. Et comme l'a dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis en pèlerinage en République de Guinée, parce que ça c'est la terre de Ahmed Sékou Touré, qui est l'icône de la lutte pour la liberté des peuples africains. La Guinée a beaucoup soutenu l'indépendance de la République de Guinée-Bissau. Et la Guinée nous a aussi soutenus dans notre lutte. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la coopération sur deux aspects, ou trois domaines. Le premier domaine, c'est comment garantir la prospérité du peuple africain. La prospérité dans le monde moderne ne peut s'assurer qu'à travers le commerce et les services. Lorsque j'achète ce que vous produisez, je suis en train de contribuer à votre prospérité. Et vice-versa, si vous achetez ce que je produis, vous soutenez ma prospérité. Nos leaders, par conséquence, en 1980, à travers le plan d'action de Lagos, ont lancé l'intégration économique de l'Afrique. À travers la CEDEAO, la mise en place de la CEDEAO, le marché commun de l'Afrique du centre et du sud. Ce processus va continuer et nous avons signé un accord de zone libre économique à Kigali récemment et la Guinée, l'Ouganda et autres pays soutiennent ce processus. Cela a été mis en œuvre pour notre prospérité. À travers cet accord, nous n'allons pas seulement acheter les uns chez les autres, mais aussi nous serions capables de négocier des marchés tiers. En restant ensemble et en négociant ensemble, nous pourrions mieux tirer des marchés tiers que lorsque nous allons sur ce marché individuellement. Le deuxième aspect de cette coopération concerne l'intégration politique. La raison qui m'amène en Guinée est historique. Je tiens beaucoup à l'histoire de la Guinée. La Guinée a toujours pris une position panafricaine par rapport aux grandes questions africaines. Sékou Touré a même tenté une union avec la République de Mali et le Ghana. Une fédération. Là, parce que les peuples africains sont les mêmes. C'est pourquoi je suis venu ici pour discuter avec son Excellence, Monsieur le Président. Je le connais. Donc je suis très heureux d'être ici avec lui. Et je suis très heureux d'être là. L'hôte de la Guinée a été élevé à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite. Au nom du président de la République, grand maître des ordres nationaux, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du mérite. Après une visite de travail et d'amitié bien fructueuse, le président ougandais Yoweri Museveni a quitté Conakry ce samedi pour l'Ouganda. Les actions du professeur Alpha Condé et de son homologue ougandais se tendent vers un même objectif, celui de l'intégration africaine. Désormais, la coopération entre Conakry et Kampala va s'étendre et donner de la croissance au développement des secteurs comme l'agriculture, l'élevage et l'énergie. Mohamed Seyassouma, reportage. Deux panafricanistes convaincus aux intérêts réciproques. À Conakry, le président Yoweri Kaguta Museveni et son homologue, le professeur Alpha Condé, soutiennent la mise en place progressive d'une capacité africaine efficace dans la résolution des conflits sur le continent.
L'initiative conforte le retour de l'Afrique dans le débat international. La Guinée, forte de son leadership politique et de ses potentialités agricoles, minières, industrielles et énergétiques, est bien vue par l'Ouganda. Sur le plan bilatéral, la confiance entre les deux chefs d'État est matérialisée par la signature de plusieurs accords de coopération. Le président Yoweri Kaguta Museveni et sa délégation quittent ce samedi la capitale guinéenne dans le but d'accueillir très prochainement à Kampala son homologue guinéen. À Sékou-Touré, le chef de l'État Professeur Alpha Condé, médiateur de la CEDEAO dans la crise bissau-guinéenne, a reçu en audience le comité de suivi et de prévention de crise dans ce pays frère. Des précisions avec Ibrahima Keita. Après un séjour de 3 jours en Guinée-Bissau, les membres du comité de sanctions des Nations Unies sur la Guinée-Bissau ont été récemment reçus en audience par le président de la République, le professeur Alpha Condé. En tant que médiateur de la CEDEAO dans la crise politique que connaît ce pays, Antonio Ndongba et sa suite sont venus rendre compte au chef de l'État les résultats de leur séjour de travail en Guinée-Bissau dans le cadre du suivi des prévisions de sanctions. Un séjour qui leur a permis de toucher les belligérants dans cette crise. C'est pourquoi les membres de ce comité de sanctions des Nations Unies sur la Guinée-Bissau ont prêté une oreille attentive aux orientations du chef de l'État afin que ce pays frère et ami puisse connaître une sortie heureuse de crise. On vient de séjourner 3 jours en Guinée-Bissau pour faire le suivi de l'application de prévision de ces sanctions. Et ça, à la suite de ce séjour en Guinée-Bissau, qu'on est passé ici à Conakry pour briefer son Excellence, le professeur président Alpha Condé, en tant que médiateur de la CEDEAO à la crise politique de Guinée-Bissau, et aussi pour essayer d'avoir ces orientations et aussi ces sagesses, instructions, avant que nous rentrons à New York pour élaborer le rapport et briefer aussi le comité de sanctions en pleine et le conseil de sécurité. Alors on lui a donné le détail de cet entretien que nous avons eu à Bissau. Et nous avons eu aussi la bonne chance d'écouter le point de vue de son Excellence le professeur, le président Alpha Condé. Et nous rentrons vraiment très très contents et nous sommes vraiment très très remerciants parce que malgré son agenda très lourd, il a eu même l'occasion de nous recevoir et de nous faire partie de ce point de vue sur le processus actuel. Le représentant du chef de l'État dans les négociations a réitéré la position du président de la République. Le président a insisté sur le respect des objectifs qui ont été fixés au gouvernement consensuel en Guinée-Bissau pour que les élections législatives soient organisées au mois de novembre et que la communauté internationale des Nations Unies, le CPLP, l'Union africaine, l'Union européenne et la CEDEAO se donnent la main pour que matériellement et financièrement la Guinée-Bissau soit à même d'organiser ces élections. Toutes les réformes institutionnelles et politiques sont liées en fait à la tenue de ces élections et à la mise en place d'une assemblée à la légitimité renouvelée. Et le président a insisté sur l'urgence aussi de commencer à penser au développement de la Guinée-Bissau et à son intégration de la sous-région en termes économiques. A rappelé que ce comité de suivi est mandaté par la résolution 2048 des Nations Unies. À Conakry, tout comme à l'intérieur du pays, les examens nationaux session 2018 ont pris fin. Les regards sont désormais tournés vers les centres de correction des épreuves. Le point avec Mamaïsata Kamara. Bofa, Boké, Gawal et Koundara sont les dernières étapes de la supervision du ministre de l'Éducation nationale. Dans ces zones, l'évolution des travaux de secrétariat et la correction des copies rassurent. À Conakry, il assiste au déroulement de la dernière épreuve et visite les secrétariats des 5 communes. Ici, les mêmes consignes sont données pour la bonne correction des copies. Maurice Sangaré fait le bilan des 10 jours d'évaluation passés à l'intérieur du pays et à Conakry. Le constat est un constat de satisfaction, même si par endroit il a fallu remettre de l'ordre dans certaines situations. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas
constaté de fuite de sujets parce qu'il y a une différence entre la fuite de sujets et les fraudes. Je pense que avant le lancement d'une épreuve, des soi-disant sujets se promènent dans le quartier, sont vus par-ci, par-là, et le lendemain, on constate que c'est les mêmes. En ce moment, on parle de fuite. Les cas de fraude qui ont été réprimés sont bien connus. Il y a eu des substitutions et ceux qui ont fait ces actes sont à la disposition de la sécurité. Comme les autres régions, la saisie des notes de l'examen de fin d'études élémentaires a commencé dans la région de Kindia dès après les premières épreuves. Pour le BEPC, quelques matières sont déjà saisies. C'est le dernier processus de l'examen avant la publication des résultats. Pendant le déroulement des épreuves, l'IRE a pris toutes les dispositions en accord avec les deux PE de la région. Tous les plis sont convoyés le même jour. Les plis de Télémélé, Forcaria, Koya et Dubreka le même jour. Et les plis étaient à l'inspection régionale de Kindia. Nous avons démarré le processus du secrétariat le même jour, au jour d'aujourd'hui, sans risque de me tromper. Et nous allons terminer le secrétariat de correction plus tard, le samedi. Cette dernière journée marque la fin des examens nationaux session 2018. Les regards sont désormais tournés vers la publication des résultats. L'excellence des relations entre la Guinée et le Royaume d'Arabie Saoudite se matérialise une fois encore avec cet accord de financement des travaux de rénovation de la mosquée Faisal. La signature de l'accord de financement a eu lieu à l'ambassade du Royaume à Conakry. Tchernos Mandialo, reportage. Dans 18 mois, la grande mosquée Faisal devrait afficher un aspect neuf. Le financement longtemps attendu est enfin obtenu. Le Royaume d'Arabie Saoudite s'engage à mettre à la disposition de l'entreprise chargée des travaux la bagatelle de 5 millions de dollars pour une rénovation complète de l'édifice religieux. Avec ce financement obtenu, c'est toute la mosquée qui sera rénovée pour entre autres trouver une solution durable au problème d'étanchéité et à l'approvisionnement en eau. Énorme soulagement pour les fidèles musulmans et les responsables religieux qui saluent l'aboutissement heureux d'un engagement du chef de l'État. Au nom du communauté musulman, je tiens à remercier le président de la République pour sa clairvoyance, sa diplomatie offensive qui a permis et tous les efforts consentis qui ont permis la signature de ce projet de rénovation de cette grande mosquée. Ça, c'est la première maison dans la sous-région. Elle n'a pas son pareil sur le plan architectural, sur le plan capacité portante, sur le plan espace, sur le plan environnemental. C'est la seule mosquée dans la sous-région qui soit à côté d'un CHU, à côté des jardins botaniques, à côté du cimetière national, entre deux artères principales de la ville. Donc sa capacité d'accueil, c'est de près de 25 000 fidèles. Fleuron de la coopération guinéo-saoudienne, la grande mosquée Faisal a été inaugurée en 1984. Depuis, elle a connu deux principales rénovations en 2003 et 2014. À Kindia, depuis quelques jours, cadres de la Banque centrale et représentants des institutions de microfinance se sont donné rendez-vous pour la validation des textes réglementaires. L'enjeu est de taille puisqu'il s'agit de l'application effective de ces textes sur le terrain économique. Bobakarba. La prolifération des institutions de microfinance et la diversité de leurs méthodes et procédures de fonctionnement dans un monde numérisé préoccupent les autorités de la Banque centrale qui en assurent la tutelle. On se rappelle, une loi a été élaborée et ratifiée en 2017 pour cette corporation. Mais pour assurer plus de garanties, de flexibilité et de lisibilité dans la pratique de leurs opérations financières, le gouvernement de la banque a élaboré des textes d'application de cette loi qu'il voudrait partager avec tous les acteurs de la microfinance pour validation. D'où l'intérêt de cette rencontre. Et ces textes d'application doivent être connus par les acteurs de la microfinance, des établissements de monnaie électronique et des structures de financement décentralisés. Donc on les a réunis ici, c'est pour leur expliquer le contenu de toutes ces lois, de tous ces textes d'application. Il y en a qui ne sont pas des décisions du gouverneur, des instructions de monsieur le gouverneur. Il faut les expliquer pour que demain, on puisse tous être dans l'application de cette loi.
14 instructions du gouverneur avec plusieurs articles et alinéas ont fait l'objet de discussions en vue d'obtenir une meilleure pratique des choses et un traitement équitable des acteurs avec à la clé plus de garanties pour éviter les surendettements et la faillite. Des questions qui ont été soulevées sont des questions extrêmement importantes, comme par exemple le fonds de garantie, comme par exemple le capital minimum que nous avons rehaussé. Ça fait l'objet de débats et ce que nous nous proposons, puisque la Banque centrale n'a pas pour tradition de s'enfermer pour rédiger les textes, nous allons intégrer toutes ces observations que nous trouvons pertinentes lorsqu'on va se retrouver à Conakry pour voir dans quelle mesure on peut prendre en compte ces observations de nos partenaires. Ça nous permet à nous aussi, qui sommes les acteurs du marché, de pouvoir participer à la prise de décision. Parce qu'avec cette rencontre, ça nous permet de dire ce qu'on pense des décisions prises par la Banque centrale, de changer certaines décisions ou alors de leur donner des idées par rapport à des décisions qui ont été déjà prises. Plusieurs questions liées à l'obtention d'agréments, du capital, la création d'un fonds de garantie des dépôts, les problèmes de fusion, les normes comptables, le contrôle ou encore la lutte contre le blanchiment des capitaux et le terrorisme ont été soulevés. Désormais, le capital des institutions de microfinance passe de 400 millions à 5 milliards de francs guinéens, une manière de crédibiliser la corporation et limiter les risques. Et puis lancement de la première journée de la participation citoyenne aux travaux d'assainissement à Conakry ville propre. La problématique de l'insalubrité à Conakry reste une priorité pour le gouvernement. Le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana s'est rendu à la décharge de Dar es Salaam pour constater l'état d'avancement des travaux du site. Cette vaste opération d'assainissement de la ville de Conakry déclenchée par le gouvernement devrait permettre à la population de se prévenir des maladies hydriques en cette saison des pluies. Adi Kamara nous signe ce reportage. Le gouvernement vient de mettre en place un plan d'urgence pour répondre sans délai aux préoccupations liées à l'assainissement de la ville de Conakry, surtout quand on sait qu'en cette saison de grandes pluies, les ordures jetées par certains citoyens viennent remplir les caniveaux et obstruent les réseaux d'évacuation des eaux usées. Le gouvernement est en train de travailler à travers ce comité pour faire en sorte que tout ce qui est comme problème qui puisse permettre d'éviter et qui puisse créer plutôt ces situations que nous avons connues par ailleurs dans d'autres pays et même ici l'année passée, que toutes ces situations soient prises en compte. C'est une opération qui se veut pérenne et qui requiert l'implication de tous les citoyens de la ville de Conakry. J'invite aussi toutes les femmes de Conakry à venir assister le gouvernement pour le déguerpissement et puis la propriété de la ville et ce qui rentre dans la santé de nos enfants et de nos familles. Donc on doit vraiment s'intéresser à cela. À la décharge de la minière située à Dar es Salaam, anciennement appelée compost, les machines et autres camions sont déployés et s'activent afin de rendre le site accessible et exploitable. Le président de la République a fait preuve de générosité en dégageant 4 milliards de son budget propre pour pouvoir apporter l'appui aux familles qui doivent être déguerpies pour éviter les éboulements qu'on a connus l'année dernière et qui ont fait mort d'homme. Je dois rappeler qu'aucune habitation n'est titrée dans cet environnement. Depuis 1997, l'État avait désintéressé les habitants en leur demandant de quitter. Mais hélas, les gens sont revenus sans le droit. Ils ne sont pas dans le droit. Mais malgré tout, le président dit nous allons faire un traitement humain de la question. On veut leur apporter par famille 20 millions pour qu'ils se relogent. Ne commencez pas l'opération tant que les gens ne sont pas relogés. C'est pour ça que le gouvernement est mobilisé ce matin pour voir de visu qu'est-ce qui se passe. Cette action salvatrice va se poursuivre. Elle sera appuyée par des campagnes de sensibilisation axées essentiellement sur la promotion de la culture de civisme et de la citoyenneté par rapport à la gestion des ordures dans les ménages. Le constat a été le même dans les 5 communes de la capitale. Les membres du gouvernement accompagnent l'application à la lettre de la Journée nationale du civisme. L'objectif est de donner une bonne image à la capitale Conakry. Au-delà de l'assainissement, les messages de sensibilisation ont été formulés pour un changement de comportement. Fodé Camara.
Dans la commune de Dixine, à proximité du stade du 28 septembre, de nombreux jeunes s'éloignent momentanément de la ferveur de la Coupe du Monde pour participer activement à la journée nationale du civisme. Une synergie d'action contre l'insalubrité qui s'étend jusqu'à l'université Gamal Abdel Nasser. Un temple du savoir dont la devanture est débarrassée de ses ordures après plus de 2 heures de collecte et de transfert d'immondices. Des opérations coordonnées par les ministres de la Sécurité et de l'Agriculture. C'est une inquiétude, le gouvernement est interpellé et ce qui est remarquable devant ce tas d'ordures, il y a beaucoup d'ordures agricoles venant des champs. Donc le fait que le conditionnement avant, qui fonctionnait d'ailleurs bien, a été enlevé du ministère de l'Agriculture. Il n'y a aucun contrôle sur les produits agricoles qui quittent l'intérieur et qui sont déversés sur les marchés des grandes villes. C'est un acte de civisme, un acte de patriotisme qui a été appelé de tous les vœux par le gouvernement pour que tous nos compatriotes acceptent de faire de cette journée une journée d'assainissement, de salubrité publique, une journée d'investissement humain. Dans la commune de Ratoma, la ministre de l'Action sociale a choisi l'hôpital Jean-Paul II, une structure sanitaire dont la tranquillité a été perturbée récemment par des noces qui ont indigné toute une nation. Aujourd'hui, pour lutter contre les actes inciviques sous toutes leurs formes, un changement de comportement de grande envergure est indispensable. Nous avons mis à profit pour pouvoir mettre une enseigne au niveau de la rentrée de Jean-Paul II, pour qu'on sache que dorénavant, avec l'incident qui s'est passé, dorénavant, ce n'est plus un lieu où il y a la récréation, où on peut venir célébrer des cérémonies. Nous en avons profité aussi pour procéder au nettoyage des coins, mais aussi saluer les malades qui sont là. Toujours à Ratoma, ce nouvel attelage mis en branle contre l'insalubrité entre en action sur le tronçon Wanindara T6, l'un des points les plus critiques où les ordures déposées sur la chaussée et ses emprises obstruent la circulation, surtout en cette période des pluies diluviennes. On peut ramasser ici 15 minutes, 10 minutes avant que notre camion ne quitte au dépôt pour venir. Ça trouve réellement que les motards ont jeté les ordures sur terre. Et cela aussi empêche le travail réellement. Et le dépôt aussi ne fonctionne pas très bien. Ce qui nous empêche aussi de continuer le travail. À Yataya, forte mobilisation avec pour principaux enjeux redynamiser les PME et sensibiliser les habitants des différents quartiers de la capitale pour un sursaut d'orgueil. C'est une activité qui va être une activité pérenne. Ce qui est en train d'être fait maintenant n'est que provisoire en attendant la mise en place d'une structure qui va s'occuper avec un professionnel de la gestion des déchets solides et liquides dans notre capitale et à travers le pays. Vivement la poursuite au quotidien de cet engagement citoyen pour que la perle de l'Afrique occidentale puisse reconquérir son lustre d'antan. Au quartier Lambagnais, c'est une autre activité de sensibilisation qui vient de réunir les populations. L'initiative porte sur la meilleure gestion des ordures ménagères. Maudit Sidibé pour en savoir un peu plus. À Conakry, les premières pluies ont fait d'importants dégâts matériels. Des cas d'inondation dus à l'incivisme de la part de certains citoyens qui déversent nuitamment des ordures dans les principaux canaux d'évacuation d'eau du ruissellement. Pour continuer à faire de Lambagny l'un des quartiers les plus propres de la capitale, des jeunes volontaires font passer des messages allant dans le sens de l'abandon des jets d'ordures dans les caniveaux. Ce qui est très important, c'est cette sensibilisation. Nettoyer, c'est très bien, mais ne pas salir encore, comme on le dit souvent, est encore meilleur. Comme à Lambagny, les populations des quartiers Kinifi, Waria dans la commune de Ratoma, reçoivent la visite inopinée de ces agents sensibilisateurs. Artère après artère, carrefour après carrefour, des messages de renforcement des civisme sont livrés à l'endroit des populations, surtout les femmes, pour la bonne gestion des ordures ménagères. Certaines mères de famille ont déjà bien capté le message.
Je demande à toutes les femmes de s'abonner parce que les ordures qu'on produit tous les jours, c'est trop. Donc, toute femme doit s'abonner que de payer les ordonnances. Jeter des ordures dans les caniveaux, ça va boucher les caniveaux. Le cas de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, ça a été le cas. Les caniveaux étaient bouchés. L'eau n'avait pas où aller. Donc l'eau s'est frayé son propre chemin. Ça a écroulé les voitures transportées par l'eau. Combien de fois le dégât était énorme. Dans l'Ambagnine, nous appelons les citoyens aux actes de citoyens. Pourquoi? En s'abonnant aux PME. Aujourd'hui, Conakry regorge des PME responsables. Avec l'avènement du gouvernement du docteur Ibrahima Kassouri Fofana, l'assainissement retrouve un nouveau souffle. La gestion des ordures est prise à bras le corps pour offrir un cadre de vie idéal aux populations. La meilleure manière de les mettre à l'abri des maladies liées à l'insalubrité. L'école supérieure du tourisme et hôtellerie de Kipé a célébré ce samedi les festivités de sortie d'une nouvelle promotion. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu en présence de plusieurs responsables du système éducatif. Bernard Tanguino. C'est la 8e promotion de l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie. Au terme de 3 ans de formation théorique et pratique, 528 étudiants reçoivent leur diplôme. Un document qui vient certifier des notions reçues en sciences alimentaires et nutritionnelles et en gestion hôtelière et touristique. Aujourd'hui, je sors vraiment avec une connaissance dans mon domaine, vraiment après avoir fait des stages, car l'école nous accompagne vraiment à avoir des stages dans les hôtels, dans les agences de voyage ici. Donc vraiment, je suis vraiment prêt à affronter le marché d'emploi. Ici, on reçoit beaucoup de formations et des meilleures formations. Je pense qu'avec notre formation qu'on a reçue, nous allons avoir un bon emploi. À l'école supérieure du tourisme et de l'hôtellerie, l'employabilité des jeunes diplômés fait partie des préoccupations de la direction générale. Un observatoire d'insertion professionnelle est mis en place avec pour mission la recherche des stages pratiques à travers un partenariat noué avec les entreprises et institutions de la place. En fait, notre particularité, nous ne sommes pas passifs. Nous allons vers les autres structures à l'extérieur pour chercher des partenariats. Nous écrivons des lettres à toutes les structures hôtelières, touristiques et des autres entreprises de nutrition et d'alimentation de la Guinée. On va vers eux. Aujourd'hui, quand vous prenez la plupart des structures hôtelières, il n'y a pas une structure hôtelière digne de ce nom en Guinée où nous n'avons pas au moins un étudiant. Pour gagner le pari de l'excellence, l'ISTH projette s'investir pour la qualification du personnel enseignant et un équipement performant. La réforme de nos programmes d'enseignement afin de rendre les diplômés plus opérationnels existe. Plus d'efforts et d'investissements dans l'amélioration de l'équipement de nos restaurants. Cette cérémonie de remise des diplômes a été précédée par un défilé et une série de prestations musicales en présence des parents et de nombreux invités. La société d'hydrocarbures Total Guinée a récompensé 18 de ses travailleurs qui se sont distingués au cours des 6 premiers mois de l'année. Les lauréats ont reçu des primes d'encouragement et d'autres formes de récompense. Maïmouna Bella Diallo. C'est désormais une tradition à Total Guinée. Depuis 2 ans, les chauffeurs qui font preuve d'efficacité sont distingués. Une stratégie pour créer l'émulation entre employés et sécuriser le travail des conducteurs sur la route. Cette fois, ce sont 18 chauffeurs et un responsable de la sécurité qui raflent des prix de compétences. Le comportement des chauffeurs, on s'en rend compte, est déterminant dans la circulation routière et dans la conduite automobile des camions-citernes. Et lorsqu'on célèbre en fait des chauffeurs qui donnent l'exemple, alors de facto on réduit le risque d'accident en Guinée. Et ces chauffeurs n'ont pas été choisis par hasard. Ils ont été choisis tout simplement sur la base d'une notation en termes de comportement sur la route, du respect de la vitesse, de l'absence de conduite de nuit, de l'absence de freinage excessif, etc. Il y a donc des critères qui sont bien déterminés. On a fait un classement et on a ressorti les 3 meilleurs chauffeurs par mois depuis le mois de décembre dernier. Total Guinée emploie plus de 400 chauffeurs à travers le pays. Le prestigieux prix de chauffeur modèle est très prise dans l'entreprise. Il y a quelques années en arrière, il faut reconnaître que nos camions étaient les plus mauvais camions. Peut-être aussi que nos comportements laissaient vraiment à désirer. Mais aujourd'hui, grâce
aux enseignements que nous recevons auprès de Total à travers son service de transport, je suis en droit donc de dire que nos chauffeurs sont les meilleurs des chauffeurs en Guinée ici aujourd'hui. Et puisque nous avons atteint, grâce à eux, cette performance, nous devons faire en sorte que cela aille de l'avant. La distinction réjouit les récipiendaires, parmi lesquels ce responsable de sécurité et ce jeune chauffeur qui, en 7 mois, a raflé successivement 3 prix. Mon secret est simple. En conduisant, j'anticipe toujours. La conduite, c'est anticiper. Voilà. Et quand je me sens fatigué aussi, je me repose. Parce que ce Total, on dit 0 violation et prudence sur la route. C'est la raison pour laquelle j'ai mérité ces prix. Initialement, Total décernait des prix pour des chauffeurs. Mais cette fois-ci, Total a jugé utile d'élargir un peu ce spectre aux responsables de sécurité qui accompagnent chaque fois les chauffeurs. Alors c'est le premier prix pour un responsable de sécurité et ce prix m'est destiné. Cette récompense destinée aux plus prudents dans le transport de produits sensibles témoigne de l'attention qu'accorde la direction de Total Guinée aux travailleurs, mais aussi à l'amélioration de leurs conditions de vie dans un environnement d'excellence. Et puis nous revenons sur ce décret. Décret numéro 099 portant nomination de haut cadre à la direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC. Le président de la République décrète. Article 1er sont nommés à la direction générale de l'Agence nationale de financement des collectivités locales ANAFIC les cadres dont les prénoms et noms suivent. Directeur général, Monsieur Alassane Touré, ingénieur génie rural, précédemment coordonnateur du programme d'appui aux collectivités villageoises PACV. Directrice générale adjointe, Madame Aminata Kondé, gestionnaire comptable en service à l'Assemblée nationale. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République à Conakry le 29 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret numéro 100 portant nomination du directeur général de l'Office guinéen de publicité OGPSA. Le président de la République décrète. Article 1er, M. Ibrahima Kamara, gestionnaire comptable spécialiste en communication, est nommé directeur général de l'Office guinéen de publicité OGPSA. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République à Conakry le 29 juin 2018, signé professeur Alpha Condé. Cette brève sportive avant de nous quitter, Russie 2018, au compte des 2 matchs des 8e de finale.